Herr Bürgermeister, der Herr Schaffen, Messieurs les ministres, il y en aura encore qui vont suivre, d'après ce qu'on m'a dit. Messieurs les présidents des partis, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue au président du CSV qu'on avait oublié. Messieurs les députés et chers invités, soyez les bienvenus et évidemment aussi chers collègues de l'OGBL. Le jour du travail, c'est un jour où nous, tous les hommes, toutes les femmes, nous fêtons tous ceux qui, avec leurs syndicats, s'engagent pour la justice sociale, pour la paix et pour la démocratie, pour la liberté et pour l'égalité. Le 1er mai, nous, les syndicalistes, nous promettons de poursuivre ce combat pour l'émancipation des personnes qui travaillent, pour les droits d'un monde où tout un chacun, sans discrimination, sans exploitation et sans oppression, peut bien vivre, où tout le monde peut se réaliser soi-même dans son travail et aussi dans la société. Le 1er mai est aussi une journée internationale. Le 1er mai ne connaît pas de frontières nationales. C'est le jour de la vendeuse de Walmart aux États-Unis, de l'ouvrier des plantages du Costa Rica, du minier en Afrique du Sud, de l'infirmière au Japon, de l'ingénieur civil de la Russie, de la journaliste de Tunisie et du sidérurgiste luxembourgeois. Le 1er mai, c'est aussi le jour de tous ceux à qui on refuse de travailler malgré eux, qui, sur le plan mondial, sont concernés par le chômage et, encore plus grave, les formes extrêmes de non-liberté, d'oppression, jusqu'au danger de risquer sa vie ou de perdre la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, on bat de tristes records. En 2017, il y a eu à travers le monde 31 guerres et plus de 65 millions de personnes ont dû se réfugier. En d'autres termes, chaque 113e personne au monde est un réfugié. Un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des guerres civiles, l'oppression et une pauvreté économique extrême, voilà les causes de cette catastrophe. À la tête, on retrouve la Syrie où 50% de la population sont des réfugiés, 6 millions à l'intérieur du pays et 5 millions de réfugiés à l'étranger. Cette guerre civile a coûté jusqu'aujourd'hui la vie à un demi-million d'hommes, de femmes et d'enfants. Ceux qui suivent dans la liste des catastrophes humaines, c'est le Yémen, le Sud-Soudan, la Libye et de nombreux autres pays en première ligne en Afrique et au Proche et au Moyen-Orient. Un deuxième triste record, c'est l'armement international. 1 700 milliards de dollars ont été dilapidés en 2016 à travers le monde pour l'armement. Les États-Unis avec 600 milliards d'euros et l'Europe avec 280 milliards de dollars devancent la Chine et l'Arabie saoudite. Les pays de l'OTAN dépensent 900 milliards de dollars pour l'armement, 13 fois plus que la Russie. Les 1 700 milliards de dollars ne rendent pas la paix dans le monde plus sûr, bien au contraire. Et il nous manque pour la construction d'écoles, d'hôpitaux, de logements et d'infrastructures, par exemple pour produire des énergies écologiques. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait utiliser ces investissements pour rendre notre monde plus pacifique et plus philanthropique?
Dans la lutte pour une paix sûre, la lutte contre le militarisme et l'armement joue un rôle décisif. Comme mouvement syndical, nous devons nous retrouver en première ligne dans ce combat. L'humanité a besoin d'une politique de la détente internationale qui diminue le danger de nouveaux conflits et de guerres militaires. L'humanité a besoin de nouveaux accords de désarmement. La nouvelle spirale du réarmement qui, avec la numérisation des systèmes d'armes, est en plein essor, doit être freinée. Chaque chantage à la guerre, à la Trump, est tout à fait déplacé. Nous n'avons pas besoin de réarmement 4.0. Nous n'avons pas besoin de guerre 4.0. Ce dont nous avons besoin, c'est une paix 4.0 et nous nous engageons pour cela. Nous exigeons que notre pays ne se soumette pas à la pression de Donald Trump. Nous nous opposons à ce que les pays de l'OTAN augmentent leur budget militaire à 2%. Il faut aller dans une autre direction. Nous sommes un petit pays dans l'UE et nous sommes un petit membre de l'OTAN, mais nous avons une voix et nous sommes dans la co-responsabilité pour la détente internationale et pour le désarmement. Le prochain budget militaire du pays ne doit pas augmenter d'un centime. Le GBL est prêt à appeler en 2019 à la marche de Pâques à Luxembourg. Chers collègues, partout et surtout en Europe, la Convention des réfugiés de Genève doit être respectée et ne doit pas être violée. Le respect de cette Convention est étroitement lié au respect de la Charte des droits de l'homme de l'ONU et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ceux qui remettent en question les droits des réfugiés remettent aussi en question les droits de l'homme dans leur propre pays. Cela s'explique. La Hongrie en est le meilleur exemple. Le fil barbelé contre les réfugiés est irréparable et inséparable de la discrimination des minorités à l'intérieur et la discrimination des Roms est inséparable de l'attaque sur la démocratie, la liberté d'opinion, l'indépendance de la justice et les droits fondamentaux des citoyens hongrois. Le mouvement syndical ne peut pas tolérer une telle politique et doit la combattre avec toutes les conséquences. Notre gouvernement, comme tous les autres gouvernements et les institutions européennes, doivent sanctionner ces violations des traités européens et aussi les dénoncer évidemment. Mais cela ne suffit pas. Celui qui sème un virus antidémocratique et autoritaire qui est en train de s'implanter en Hongrie, en Pologne, en Tchéquie et en Slovaquie, et qui dans d'autres pays s'appelle AFD, Front National, Vlaams Belang, FPE ou Lega Nord, là on doit combattre leur fonds de commerce et le détruire. Et leur fonds de commerce, c'est la peur et la frustration dans une grande partie de la population européenne. Être au chômage pendant longtemps, être pauvre sans aucune perspective, n'avoir aucune perspective sociale ou professionnelle, la peur de la relégation sociale et le vécu d'injustice sociale, voilà la réalité qui en tire de nombreuses personnes à la traîne de ces partis réactionnaires. Il ne peut pas en être ainsi, mais il en sera ainsi
aussi longtemps qu'on mène une politique en Europe qui place les intérêts du capital au-dessus des intérêts du travail. Depuis plus de 2 décennies, l'économie sociale du marché et l'État social ont été repoussés en faveur du marché économique libéralisé, le dumping social, le dumping salarial, le dumping fiscal et la privatisation des services publics et des assurances sociales n'ont pas seulement poussé l'Europe vers le bas, mais ont aussi fortement détérioré l'Europe sur le plan économique. Est-ce que les gouvernements en Europe veulent continuer ainsi? Quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre que cette politique est responsable pour les problèmes économiques, sociaux et politiques et les crises en Europe? Et quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre qu'une Europe sociale est la seule alternative pour sortir de tout ce gâchis? Il faut mettre un terme à cette politique qui n'a pas pu combattre le chômage massif, la pauvreté et le déclassement social et qui a précarisé le travail et les conditions de travail. Il faut mettre un terme à la politique qui empêche que les salaires restent derrière l'évolution de la productivité. Il faut mettre un terme à la politique qui détériore les services publics plutôt que de les renforcer. Il faut mettre un terme à la politique qui diminue les droits de négociation et de cogestion des syndicats. Ceux qui ne comprennent pas cela deviennent co-responsables dans l'approfondissement des mauvaises évolutions négatives et des crises en Europe. Ceux qui ne comprennent pas sont co-responsables de l'écart entre les pays en Europe pour le renforcement de mouvements réactionnaires, nationalistes et xénophobes en Europe, des partis qui maintenant déjà sont parvenus au gouvernement dans différents pays. Le temps presse, mais nous en avons encore. Le GBL demande une politique en Europe qui, d'abord, arrête rapidement le dumping salarial dans tous les pays. Une règle d'or pour les salaires doit être introduite en Europe. Aucun salaire ne doit rester derrière l'inflation et le développement de la productivité. Deuxièmement, il faut introduire une deuxième règle d'or. Pour les finances publiques, dans la politique budgétaire, pour chaque pays, il faut ouvrir le chemin pour pouvoir procéder à une politique d'investissement public forte. Avec la CES, l'OGBL s'exprime en faveur d'émissions d'obligations européennes pour que chaque pays, et pas seulement quelques rares pays, puissent profiter de taux acceptables en prenant un crédit. Troisièmement, l'OGBL exige que les piliers européens des droits sociaux signés à Göteborg deviennent contraignants dans les lois européennes et nationales. On ne peut pas seulement continuer avec des recommandations sympathiques. Quatrièmement, la politique en Europe doit, avec conséquence, s'écarter du fait de prêcher des réformes structurelles hostiles au salariat. Pour la modernisation de l'Europe, nous avons besoin d'un meilleur droit du travail et nous avons besoin d'un meilleur droit social dans les différents pays. La convergence vers le haut doit être le credo de la politique et non pas le contraire, comme c'est actuellement le cas. Et cinquièmement, dernier point, la cogestion syndicale, l'autonomie tarifaire et les droits de négociation syndicaux doivent être renforcés. L'OGBL invite tous les partis qui s'expriment clairement pour une Europe sociale de le dire et non pas
par de belles phrases, mais avec des propositions concrètes, avec aussi, entre autres, la critique par rapport au libre marché libéral. Par exemple, c'est inacceptable que les intérêts des profits d'un seul groupe prévaluent sur les intérêts cohérents d'une politique industrielle en Europe. La famille Mittal, par exemple, s'en fout des emplois. Ces plans de restructuration attaquent des sites productifs comme ArcelorMittal et aussi, sur l'ensemble de l'Europe, brisent la chaîne des fournisseurs et menacent plus de 10 000 emplois. Il faut mettre un terme à cela. Nous avons besoin de règles du jeu en Europe qui interdisent de telles restructurations. L'OGBL invite notre gouvernement à tout mettre en œuvre, mais vraiment tout, pour que ArcelorMittal Dudelange assure ses 300 emplois à Dudelange et assure aussi les conditions de salaire et de travail de nos membres. Ici, il n'est pas question d'une fabrique qui n'existe pas encore, il est question d'une entreprise importante qui existe. Il s'agit d'une partie importante de notre industrie, de notre sidérurgie. Les 300 salariés peuvent compter sur l'OGBL. Nous allons tout faire pour sauver leurs emplois et leurs conditions de travail. Ils peuvent compter sur notre solidarité et sur notre engagement. Chers collègues, notre système salarial que nous avons à Luxembourg est composé de 3 piliers, dont 2 qui fonctionnent par voie de loi, l'index et le salaire social minimum. Pendant 8 ans, entre 2006 et 2013, les gouvernements dirigés par le CSV ont attaqué l'index. Pendant 8 ans, l'actuel président de la Commission européenne et Premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker, a, avec l'appui du patronat, tout essayé pour détériorer structurellement notre index. Il n'a pas réussi. Pas une seule tranche indiciaire n'a été supprimée, aucune manipulation du panier de la ménagère n'a réussi, et il n'a pas réussi non plus avec sa revendication populiste d'un index plafonné. La cause de son échec, c'était l'OGBL, avec notre opposition conséquente. Son seul succès, c'était le report du paiement des différentes tranches indiciaires. Et c'était tout. L'actuel gouvernement a, de nouveau, à partir de 2014, fait fonctionner la loi sur l'index normalement. Les tranches indiciaires sont venues à échéance au moment prévu par la loi. Aussi, si, en raison de la faible inflation, nous avons longuement dû attendre l'augmentation de 2,5 %. Je lance aujourd'hui un appel très important aux partis qui vont se présenter aux élections. Placez une phrase très importante dans votre programme et respectez-la à 100 % si, éventuellement, vous deviez faire partie du nouveau gouvernement. Cette phrase importante, c'est « Notre parti ne va en aucun cas remettre en question la loi sur l'index et notre parti exclut toute manipulation de la loi sur l'index. » Si, dans la prochaine législature, le gouvernement devait essayer de s'attaquer à l'index, alors l'OGBL va utiliser tous les moyens syndicaux, je souligne tous les moyens, pour défendre l'index. Cet avertissement s'adresse aussi à l'UEL qui, en 2014, a boycotté la décision du gouvernement par rapport à l'index. L'UEL ne doit pas parler d'un dialogue social, il doit le concrétiser. Aucune attaque sur l'index, la ligne rouge de l'OGBL est tirée.
chers collègues. Le deuxième pilier légal de nos salaires, c'est le salaire minimum. Et là, il faudra l'augmenter de 10%. Cette revendication de l'OGBL depuis 2015 est en harmonie avec le pilier européen des droits fondamentaux que le Premier ministre a signé au nom du gouvernement. Mais un seul parti du gouvernement, le LSAP, s'est exprimé pour l'augmentation du salaire minimum. Le CSV, le plus grand parti de l'opposition, a émis des signaux positifs dans cette direction et la gauche soutient la revendication de l'OGBL. Il est encore temps de faire une proposition de loi. Le Parti démocratique et les Verts doivent essayer de ne pas jouer sur le temps et de gagner du temps. Dans la question du salaire minimum, l'OGBL ne va pas céder. C'est inacceptable si un homme ou une femme travaille 40 heures et rentre avec un salaire qui ne leur permet pas de vivre décemment à Luxembourg. L'OGBL ne peut pas accepter que celui qui gagne le salaire minimum ait besoin d'une aide sociale pour pouvoir vivre. C'est inacceptable dans un des pays les plus riches au monde, dans un pays où, en matière de productivité, on est en tête du peloton mondial. Ce déséquilibre entre le travail et le capital doit être corrigé. Et il faut aussi corriger les écarts au niveau de la hiérarchie salariale. Dans le courant de la dernière année ou des dernières années, le nombre des salariés augmente dans le groupe salarial inférieur et dans les 20% inférieurs, et ce chiffre augmente de manière disproportionnée. Cela veut dire que de plus en plus de personnes dans ce pays gagnent peu et de plus en plus de gens dans ce pays gagnent trop peu. Les gens du commerce, du nettoyage et de beaucoup d'autres entreprises peuvent vous le raconter. C'est un problème de la mauvaise distribution des résultats économiques et de productivité. Et ce problème peut seulement être résolu via des augmentations salariales directes. L'OGBL ne va pas céder. Depuis 2015, nous avons donné tous les arguments pour cela. Et nous avons rejeté ce qui était contre. Et après les arguments, il y a une chose, chers collègues, c'est l'action syndicale dans la rue et dans les entreprises. La troisième colonne, ce sont nos conventions collectives. Je toucherai à 2 points. Le premier, du développement général à Luxembourg. Donc les salaires ont un retard par rapport à la productivité. La Commission européenne a donc constaté un développement modéré des salaires. Nous savons qu'en tant qu'OGBL, avec nos revendications offensives, nous trouvons dans la bonne direction. Donc, il ne faut pas que les salaires baissent. Les résultats économiques doivent être présentés de manière plus juste. Et pour cette raison, tous doivent profiter, pas seulement qu'ils sont très hauts dans la hiérarchie de l'industrie, de l'économie. La dernière remarque donc vaut pour le secteur des banques. Stock options, les parachutes d'or et l'ABBL, l'organisation patronale, devrait donc mettre en question ces pratiques plutôt de menacer avec le non-paiement de la prime. Donc une distribution plus juste dans le secteur banquier doit venir et l'OGBL demande à l'ABBL de lever enfin le blocage salarial.
Hallo sind Sie betroffen, die du. Maintenant sont concernés ceux qui sont à ma gauche ici, parce que tout le GBL est solidaire avec le syndicat bâtiment et les gens qui sont en train de se mobiliser pour le conflit et se préparer pour le conflit. Le secteur du bâtiment De bouwsector boomt. En het ging excellent. avancé. Il y a d'excellentes affaires qui sont faites. Donc, on a tout pour augmenter les salaires de nos gens. Ils l'ont mérité. Patronat, Le patronat doit maintenant faire une proposition sérieuse parce que sinon, il y aura des réactions. Et la revendication pour les orientations salariales se trouve aussi du côté transport où aujourd'hui, malheureusement, je prends l'exemple triste de Luxtram. Ici, on essaie de faire ce que Macron est en train de faire en France. Nämlich den öffentlichen Transport zu Lützburg mat schlecht. Le transport à Luxembourg qui devrait fonctionner dans de mauvaises conditions, ce n'est pas possible avec le GBL et le Landesverband. Après l'inauguration, nous demandons au ministre et du maire de Luxembourg une réaction positive à notre revendication. Ce serait dommage si, comme en France, les tramways ne roulaient plus. Le deuxième point dont je parlerai, c'est la nécessité de fixer ou d'améliorer par la loi les conditions des conventions collectives. La loi actuelle ne tient plus compte suffisamment de la situation dans le pays. Lorsqu'on voit le nombre important de petites et moyennes entreprises, et objectivement, ce n'est pas faisable pour que ces entreprises connaissent des conventions collectives, négociations de conventions collectives, et ça explique aussi pourquoi pour beaucoup de salariés, il n'y a pas de développement ou des développements trop bas et que les conditions générales de travail, comme les horaires par exemple, n'avancent pas. Et donc le patronat est content et les actionnaires qui se remplissent les poches sont contents. Et donc l'autonomie tarifaire des syndicats est mise en question et le droit pour des dizaines de milliers d'hommes et de femmes sont un droit purement théorique encore. Et c'est justement cela qui devrait garantir une loi. Le GBL invite les partis politiques à se rendre fort pour une convention collective forte qui créera de nouveaux équilibres. Et ici, il y a eu beaucoup de discussions sur les horaires d'ouverture du commerce. Le patronat et le Parti démocratique demandent la libéralisation totale des heures d'ouverture.
On peut discuter pendant longtemps si ceci est censé pour la société et pour la cogestion sociale. Mais ce qui est sûr, c'est que la libéralisation va dans l'intérêt des grands commerces et des dizaines de milliers de salariés, en première ligne des femmes, vont voir une qualité de vie réduite. La revendication de la libéralisation est justement contraire à toute politique ou à tout politicien qui veut avoir de meilleures conditions. C'est contraire à toute politique qui se veut d'améliorer les conditions de vie de la femme. L'OGBL veut une loi qui limite très clairement les horaires d'ouverture des commerces. Et lorsqu'on veut s'écarter de cela, ça devrait être possible à une condition. Si via la même loi cela devient obligatoire, que les dérogations sont seulement possibles lorsqu'elles passent par la voie de convention collective ou d'accord interprofessionnel entre le patronat et les syndicats nationaux. Seulement via cette voie, les horaires et les intérêts salariaux des gens dans le commerce peuvent être défendus et concrétisés. Les politiciens doivent le comprendre, sinon, là aussi, nous sommes disposés à lancer des actions syndicales. Chers collègues, le droit du travail est un des acquis les plus importants des mouvements syndicaux. Dans le capitalisme, ce droit a une fonction principale, c'est celle de la protection contre une exploitation effrénée. Le contrat de travail, la protection contre les licenciements, le salaire minimum, la limitation, la réglementation des horaires de travail, la participation dans les entreprises, les droits de négociation de conventions collectives n'ont pas été revendiqués par le patronat, mais ont été gagnés contre le patronat. Le patronat ne veut pas une amélioration du droit du travail, soit on veut la détérioration directe, soit on ne dit rien. Et lorsque la production se trouve dans une évolution rapide, comme c'est le cas maintenant, tout arrêt dans le droit du travail signifie une détérioration. Et c'est là qu'il y a le problème dans ce pays. Il y a beaucoup de changements dans le monde du travail et notre droit du travail avance mal. La discussion sur le compte d'épargne-temps est un bon exemple. Donc, en 2004, au Comité économique et social, le patronat et les syndicats en ont parlé, mais aucun gouvernement ne l'a concrétisé. Nous connaissons le résultat. Elle veut maintenant tout juste une mauvaise loi qui ne garantit pas la protection de la main-d'œuvre dans cette flexibilisation. Est-ce que c'est là ce que nous voyons pour le 4.0? Est-ce que c'est là les réponses que les salariés attendent dans le soi-disant processus Rifkin, donc arriver à une meilleure harmonisation entre le travail et la vie? Pour cette raison,
nous critiquons cela et nous revendiquons et nous demandons au gouvernement actuel pour qu'on arrive à quelque chose qui ressaisisse ce qui avait été donné en 2004 au Comité économique et social. Le droit du travail, chers collègues, ici à Luxembourg, doit devenir un thème principal. La discussion sur le travail de l'avenir et les droits syndicaux du salariat sont en discussion. Et en ce qui concerne la discussion sur le 4.0 ne doit pas aller dans la mauvaise direction. Et il y a une chose qui est très juste et très importante. Donc, lorsqu'on a de nouvelles formes, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais ça a été créé par l'homme. Cela peut être comme ceci ou comme cela, et il y va de même avec le travail, donc dans le domaine de la digitalisation croissante du travail. Le travail 4.0 a des potentiels importants pour un développement négatif. Mais le 4.0 a aussi des potentiels pour arriver à une formation socialement juste du travail, une amélioration de nos conditions de travail. Et cela est la voie que l'OGBL exige, revendique pour le Luxembourg, et nous nous battons pour cela. Les partis doivent donc donner une progression et il faut se battre contre les relations de travail précaires. Un contrat de travail normal doit être mieux protégé. Surtout notre jeunesse a un droit, après la formation, d'avoir du bon travail aussi vite que possible. L'OGBL demande à ce que le projet sur les stages et les entreprises soit amélioré. Le droit du travail doit donc exclure toutes les formes de soi-disant choses. Donc il faut se battre contre toutes les formes de manque de droits. Les plateformes digitales à l'Uber sont justement la pointe qui met en question la protection du travail d'une manière fondamentale. Et le changement dans le monde du travail ne peut être organisé lorsque la garantie de perspectives sociales et professionnelles du salariat sont au premier plan et au début de la réflexion. Garantie du travail et garantie des perspectives sociales et professionnelles doivent devenir des règles. Depuis plus de 10 ans, l'OGBL revendique la réforme des lois concernant le maintien de l'emploi, les plans sociaux et les faillites. Ceci donc n'a rien perdu dans l'actualité et ces revendications doivent être concrétisées dans la prochaine législature. Un droit du travail moderne, le 4.0, donc le progrès social présuppose encore autre chose et c'est la construction positive de la participation syndicale du salariat. Sans de nouveaux droits, sans de nouvelles possibilités de la cogestion syndicale, donc une influence positive du salariat sur le travail, son organisation, de l'application de nouvelles technologies, des horaires de travail, les conditions de travail d'une manière générale, on ne peut pas s'attendre à quelque chose. Donc il faut que le capital soit confronté avec une main forte. Ce sont les syndicats. L'OGBL donc a
montré cela lorsqu'on a discuté PAN. Le patronat voulait des horaires de travail déréglés, flexibilisation des horaires de travail contre les intérêts de travail et de vie du salariat. C'était l'opposition conséquente de l'OGBL qui a empêché cela et l'OGBL a donc imposé l'amélioration par rapport à l'ancienne loi PAN. Donc, une capacité forte de la part du syndicat va être décisive pour donc les modèles d'horaire de travail. Il faut qu'il y ait donc de nouveaux droits qui suivent la multitude des besoins des salariés pour arriver à une bonne harmonisation entre le travail et la vie privée. Et donc, lorsqu'on enlève cette séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, connaître donc l'introduction de nouvelles limites, et il faut absolument voir donc le télétravail actuel qui est aussi prioritaire, et cela vaut aussi pour l'introduction d'un droit à un travail partiel qui, à la demande du salarié, donc mène à un travail plein temps. Et dans ce contexte, l'OGBL revendique que le nouveau gouvernement mette un accent contre le temps partiel non volontaire qui est imposé en première ligne aux femmes, beaucoup dans le commerce et dans le nettoyage. En ce qui concerne l'intensification du travail, il faut aussi qu'on arrive à des limites claires. La productivité qui, dans le monde digitalisé, continuera doit créer des conditions de travail avec une pleine compensation salariale. Donc, la réduction a des avantages, protège l'homme et sa santé contre l'intensification effrénée. C'est un apport pour une meilleure harmonisation entre le travail et la vie privée. Et donc, on essaie d'arriver à une distribution plus juste du travail et une diminution du chômage. Et j'arrive au problème de la surveillance sur le poste de travail. Là, tout de suite, il faut fixer des limites claires. Depuis des mois, l'OGBL est en train de tout faire pour éviter à ce que dans notre pays, le nouveau règlement européen sur la protection des données mène à une surveillance indigne au poste de travail. L'OGBL lance un appel au ministre du Travail, au Premier ministre, pour qu'on mette fin à cela dans l'intérêt de tous les salariés à Luxembourg. Tab 4.0 4.0 nous met aussi devant de nouveaux problèmes en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité au poste de travail. Et la revendication de l'OGBL pour la construction de la médecine du travail, la création d'un service unique de la médecine du travail soit concrétisée. Et là, il y a aussi à avoir le contrôle et le respect de la législation du travail et les stipulations de sécurité dans l'entreprise. Notre ITM doit être réformé. Notre ITM doit recevoir plus de possibilités pour pouvoir faire face à cela.
Donc, une possibilité de négociation forte du syndicat va être décisive pour un développement futur de la formation professionnelle et la formation continue. Nous avons besoin de plus de droits pour tout le monde pour qu'on puisse avoir une formation toute sa vie et pas seulement du point de vue professionnel, mais aussi du point de vue culturel, politique, linguistique, etc. Le GBL, avec son syndicat, se bat pour une école forte et ne veut pas la privatisation de notre école. Nous avons besoin d'une école de base, un secondaire et une formation qui ne donne pas seulement à tous les jeunes un accès, mais à travers le personnel qualifié nécessaire pourra donner une formation optimale. Et pour la formation continue, l'OGBL demande un système de formation fort où l'État tient compte de son développement. En ce qui concerne la formation, nous avons besoin de modèles tripartites entre l'État et les partenaires sociaux et nous avons besoin d'un financement solidaire. Personne dans la société ne doit souffrir quant à la formation ou être limité dans son savoir, sa connaissance. Nous allons nous battre pour cela. Chers collègues, notre système de pension publique est un des acquis importants de ce mouvement syndical. Les cotisations des entreprises de l'État pour les pensions ne sont pas des dépenses inutiles, au contraire. Pour avoir une distribution plus juste de la richesse sociale, ils garantissent aux salariés qui a travaillé toute sa vie ce que dans la dernière partie de sa vie, puisse vivre dignement, qu'il dispose du revenu pour pouvoir bien vivre. Le patronat veut que notre système de pension publique baisse et que les pensions baissent. Et la Commission européenne donne chaque année des arguments idéologiques et politiques pour arriver à des structures contre le salarié, et ceci par rapport à leurs recommandations pour les différents pays, et aussi pour nous, Luxembourg. Dans d'autres pays, on parle de la mauvaise situation et on l'utilise pour attaquer le système d'assurance publique. Cet argument ne marche pas ici à Luxembourg. Nos finances publiques sont bonnes. Nous avons un triple A après l'autre, et pour les finances qui augmente, nous avons la caisse de pension la plus saine avec quelques 18 milliards de réserves. Et ici dans le pays, il n'y a pas d'argument pour permettre une attaque à nos pensions. Et puisqu'il n'y a pas d'argument pour, la Commission européenne et l'UL, depuis des années, c'est un truc
et ceci en affirmant que nos finances publiques à long terme ne dureraient pas, mais que les frais pour la pension et les soins, vu le développement démographique, feraient augmenter. Donc, actuellement, pour cela, ils ont besoin d'un scénario jusqu'en 2070. Donc, le patronat ne sait pas ce qui, en 3, 4, 6 ans, 7 ans, se passera, où on ira dans l'entreprise avec la technique, qu'est-ce qu'on produira et comment on verra les qualifications professionnelles. Mais lorsqu'il s'agit de nos pensions, alors à ce moment, le patronat sait très bien ce qui, dans 40 ans ou 50 ans, se passera. Et l'UEL sait très bien, comme la Commission européenne le sait, exactement quel non-sens cela représente de faire des pronostics aussi long terme. Mais ils le font parce qu'ils le veulent. Et comme en 2012, on a fait une diminution des pensions, ils utilisent les dates pour détériorer notre système. Nous avons besoin de ce mur des pensions où nous nous retrouvons dans 30, 40, 50 ans. Un mur pension, comme les expériences du passé nous l'ont montré, fonctionne comme l'arc-en-ciel. Lorsqu'on pense arriver plus près, il s'enfuit. Chers collègues, ce qui vaut pour l'indice. Ce qui vaut pour l'indice vaut aussi pour les pensions. Ne touchez pas à nos pensions. Les partis qui, par rapport à ce sujet, vont rentrer dans la campagne électorale avec des déclarations vagues et diffuses, ont quelque chose à cacher, quelque chose qui ne présage rien de bon. Seulement, un texte clair compte. L'OGBL va s'exprimer ouvertement contre les partis qui ne vont rien dire ou qui vont s'exprimer ouvertement pour la détérioration de notre système des pensions. L'OGBL va donc ouvertement s'exprimer contre ces partis qui n'auront pas une approche positive par rapport à notre système des pensions et qui ne vont pas expliquer que l'âge des rentes ne sera pas relevé. Et cela vaut aussi pour l'âge de la retraite anticipée. La réforme des pensions superflues de 2012 touche la jeunesse et les générations des plus jeunes des salariés. Le plus fort, ce sont eux qui, de manière progressive, vont, d'ici 2052, perdre 15% lorsqu'ils iront en pension. L'OGBL s'attend de la part des partis qu'ils critiquent cette politique qui, depuis des années, arrange les lobbyistes des assurances en promouvant, en encourageant les assurances privées au détriment des systèmes de pension publics, et ceci même avec des deniers publics. L'OGBL s'attend de la part des partis à ce qu'ils s'engagent pour que les automatismes de la loi de 2012 qui menacent les allocations de fin d'année et les futurs ajustements, que cela soit donc supprimé. Et les augmentations des cotisations ne doivent pas être des sujets tabous.
Même pas le déplafonnement des cotisations. Nous nous attendons de la part des partis à ce qu'ils soient en faveur d'un renforcement plutôt que d'un affaiblissement de notre système des pensions et qu'ils refusent les recommandations hostiles au salariat de la part de la Commission européenne. Et j'approuve le fait, dans ce contexte, qu'hier, notre vice-premier ministre, il est ici avec nous, qu'il ait fait une déclaration claire contre les recommandations de Bruxelles. Et ce qui vaut pour l'assurance pension vaut évidemment aussi pour notre assurance maladie. Seule une bonne assurance maladie peut éviter une médecine à deux classes. Le conventionnement obligatoire des médecins doit être maintenu. Les prestations de la Caisse de santé doivent être développées. La politique d'investissement dans les infrastructures et dans les équipements techniques et médicaux de notre santé doit être poursuivie. Dans cette législature, on a fait bien des choses positives qui étaient nécessaires et il faut continuer ainsi. Et la généralisation du tiers payant et l'extension du congé de maladie à 78 semaines doivent encore devenir une loi pendant l'actuelle législature. Et j'espère que nous réussirons aussi dans l'assurance soins, trouver des solutions avec le gouvernement. Le 7 mai, il y aura un rendez-vous important. Là où, après 4 mois depuis le début de la réforme, on verra qu'il y a des problèmes, il faudra encore, avant l'été, procéder à des améliorations légales ou réglementaires. Le GBL, pour ce qui est du moins de l'assurance dépendance, continue à ne pas accepter la moindre détérioration à ce niveau. Au nom de l'OGBL, mais aussi au nom de l'ensemble du personnel de soins et du personnel des affaires sociales, je voudrais aussi souligner aussi à quel point c'était important que dans le courant des négociations de conventions collectives très difficiles, le gouvernement ait tenu parole et ne soit pas tombé dans le dos du personnel. La grève a pu être évitée et je suis certain que la revalorisation des carrières que nous avons réussi va s'avérer correcte dans les années à venir et que le Luxembourg va rester épargné par ce qui devient de plus en plus clair en Allemagne et en France, à savoir un état d'urgence et un personnel frustré en raison d'un manque de personnel et en raison de mauvaises conditions de travail et de salaire. Différentes maisons de soins, comme à Bettembourg, à Bertrange, ou ceux du groupe CITA, essaient pour l'instant de détériorer les conditions de travail et de salaire d'une partie de leur personnel. Pour l'instant, le GBL est avec eux devant la médiation et je ne puis que lancer un appel très chaud à ces maisons. Respectez les droits de votre personnel et évitez des actions qui ne font que se préciser. Chers collègues,
En 2014, l'OGBL a combattu la poursuite de la politique d'austérité superflue et a exercé une opposition massive contre le paquet d'opposition. Avec les autres syndicats représentatifs nationaux, nous avons pu, en novembre 2014, signer un accord avec le gouvernement. Le paquet d'avenir qui, on le sait, a surtout frappé les ménages et leur pouvoir d'achat, a pu être donc affaibli grâce à l'opposition syndicale et le gouvernement de l'époque s'est engagé pour une série de compensations importantes. Quelques-unes, comme par exemple la bonne réforme du congé parental, ont été transposées. D'autres, comme par exemple le droit au travail à temps partiel, avec aussi une pension partielle, se trouvent entre-temps comme avant-projet sur la table. Mais un accord très important n'a toujours pas été concrétisé jusqu'ici par le gouvernement. Où reste la loi sur l'adaptation périodique des prestations familiales à l'évolution du salaire médian? La désindexation des prestations familiales et leur non-adaptation à l'évolution réelle des salaires ont, depuis 2006, mené à une perte de valeur pour les prestations familiales de plus de 30%. Cette perte n'a pas été compensée par les chèques services, par les manuels scolaires ou par l'enseignement des langues pour la petite enfance. Et à partir de 2017, ce gouvernement a diminué les allocations familiales à partir du troisième enfant et n'a pas relevé le montant de l'allocation de vie chère qui, depuis 2009, a fait du surplace. Surtout, les revenus inférieurs ont ressenti cela et pour eux, le bilan social n'est pas celui que notre ministre de la Famille veut nous dire. Et c'est un fait, chers collègues, que les inégalités sociales ont augmenté à Luxembourg. Où reste donc cette loi importante pour laquelle le gouvernement s'est engagé avec sa signature? Où reste la réponse à la lettre urgente que l'OGBL et la CGFP ont adressée dans ce contexte au Premier ministre? Est-ce là la manière par laquelle le Premier ministre voit le dialogue social avec les syndicats représentatifs sur le plan national? Nous, en tout cas, nous ne sommes pas prêts à accepter ce non-respect de son engagement et l'OGBL invite le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement à trouver une solution dans les jours à venir avec les syndicats représentatifs sur le plan national. Et nous rappelons aussi au gouvernement que le projet de loi REVIS, qui doit remplacer le RMG, doit être positivement amendé et le montant doit être relevé. Chers collègues, le logement à Luxembourg est et restera dans les années à venir une de nos principales préoccupations. Il y a un manque de logements sociaux, et de nombreux ménages souffrent du poids des loyers ou du poids des prêts. Tous les ans, le nombre de ceux diminue qui peuvent s'acheter leur propre logement. L'OGBL exige une politique volontariste qui non seulement encourage le logement social avec tous les moyens, mais exige aussi une politique offensive contre la spéculation foncière à Luxembourg. Parce que la
spirale des prix ne pourra être brisée que si la spéculation va coûter cher, si cela ne vaut plus le coup de spéculer avec les terres. Et cela fonctionnera seulement avec des contrôles de prix et des mesures fiscales. Chers collègues, l'EGBL s'engage pour un État financièrement fort parce que pour notre État-providence et social, nous nous engageons pour cet État. Un État qui, avec ses prestations sociales et ses services publics et ses infrastructures, peut garantir à tous ses citoyens la meilleure vie possible. Nous nous engageons pour un État financièrement fort qui, avec une forte politique d'investissement public, va garantir notre mobilité, le transport public, le logement, les écoles, le domaine de la santé, le domaine social, la recherche, l'innovation, la communication et les structures d'information et aussi des productions d'énergie à faible utilisation de carbone. Ceci pour aujourd'hui et pour l'avenir devrait être garanti. Et pour rester financièrement fort, l'État a besoin de beaucoup d'argent fiscal, de recettes fiscales. Mais beaucoup de recettes fiscales ne suffisent pas. La charge fiscale du citoyen ne doit pas être distribuée de manière injuste et ne doit pas approfondir les inégalités sociales. La réforme fiscale de 2017 a, pour la charge fiscale supplémentaire créée par la politique d'austérité et d'économie qui a en grande partie détérioré ou diminué le pouvoir d'achat des ménages. Donc cette nouvelle réforme a compensé cela et pour cela, l'EGBL a soutenu cette réforme. Mais c'est une réforme qui ne peut pas prétendre qu'elle ait créé à Luxembourg plus de justice fiscale, parce qu'elle n'a aucunement résolu les problèmes suivants. Tout d'abord, les entreprises payent de moins en moins d'impôts. Ensuite, les revenus du capital sont de moins en moins et trop faiblement imposés par rapport au travail et au salaire. Et troisièmement, l'imposition des personnes physiques dans les couches inférieures et moyennes, ils sont désavantagés par rapport aux gros revenus. Du point de vue fiscal, le Luxembourg est un pays qui chouchoute les riches et qui les rend heureux. Et cela au détriment des autres. Le prochain gouvernement devra aller en direction d'une plus grande justice fiscale. Un status quo ne suffit pas pour la situation actuelle. Depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, le taux d'imposition des entreprises, des collectivités est passé de 40 à 18 %. Si on ajoute l'impôt de solidarité, il s'agit de 41,6 % qui sont passés à 19,26 % en 2018. Si on sait comment en Europe le dumping fiscal pour les impôts des entreprises a hypothéqué les capacités financières de différents États, alors ce n'est que normal que nous, au GBL, nous nous exprimions contre une baisse supplémentaire de l'imposition des entreprises. Surtout si on sait que la charge fiscale de nombreuses entreprises est encore en dessous du taux officiel. Et plus les entreprises sont grandes, plus la situation est grave. En tant que Luxembourgeois, nous ne devons pas figurer parmi ceux qui contribuent à tourner la spirale du dumping fiscal pour les impôts d'entreprise. Cela ne résout pas de problème, cela en crée. Le deuxième grand problème, c'est celui d'une trop faible imposition des revenus sur le capital sous toutes ses formes. Pourquoi est-ce que le salaire doit être plus fortement imposé que, par exemple, les dividendes?
L'OGBL exige que les revenus sur le capital soient soumis à une imposition normale entre l'imposition du travail et l'imposition du capital et ses revenus. Il faut qu'il y ait un équilibre. L'OGBL remet aussi en question la légitimité des régimes fiscaux spéciaux, comme par exemple le traitement spécial qui existe pour les stock options. Il faudra la supprimer. Et le troisième problème, c'est donc le fait que pour l'imposition des personnes, les couches inférieures et moyennes soient plus chargées que les gros revenus. Pour les premiers, il faudra diminuer la progression fiscale. Pour les deuxièmes, il faudra la renforcer. Et une grande partie de la réforme fiscale, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, une bonne partie de la réforme fiscale, ce n'était pas de véritables allègements, mais seulement une compensation pour la progression froide qui, depuis 2009, a augmenté la charge fiscale. Dès lors, l'OGBL exige que le barème fiscal soit de nouveau automatiquement adapté à l'inflation, comme c'était le cas jusqu'en 1996. Chers collègues, l'avenir peut ouvrir de nombreuses nouvelles perspectives aux salariés, mais elle peut aussi les fermer. Celui qui veut ouvrir des portes pour de nouvelles perspectives progressistes pour soi-même et pour sa famille a besoin d'un syndicat fort qui soit capable d'agir et fort. À Luxembourg, il n'y a qu'un seul syndicat qui possède toutes ces qualités. Dans 11 mois avant les élections sociales, les salariés ne peuvent donc avoir qu'un seul message. Soyez tous derrière l'organisation la plus forte. Soyez tous derrière la seule organisation qui s'engage pour l'unité des salariés à Luxembourg. Plus que jamais, c'est la clé du succès. La solidarité syndicale de tous les salariés, de toutes les professions, de toutes les qualifications, que ce soit dans le domaine public ou privé, hommes ou femmes, luxembourgeois ou étrangers, qu'ils habitent à Luxembourg ou au-delà de la frontière, pour tout le monde, c'est le chemin royal dans un bon avenir. Engagez-vous dans l'OGBL avec l'OGBL. Donnez-vous dans toutes les entreprises les meilleures candidates et candidats pour les élections des délégations. Organisez un combat électoral engagé dans les entreprises pour un OGBL fort, pour le seul pouvoir qui peut vraiment transposer la cogestion dans les entreprises et donner à l'OGBL tout votre soutien pour les élections nationales de la Chambre des salariés. La majorité absolue de l'OGBL a, au cours des dernières années, apporté beaucoup de choses positives aux salariés à Luxembourg. Il faut continuer ainsi. À tous ceux, que ce soit des membres de la politique ou de certains milieux patronaux qui veulent remettre en question les acquis du salariat, souhaitent, lors des élections sociales 2019, une seule chose, un affaiblissement du syndicat le plus fort, donc de l'OGBL. Dès lors, il faut qu'à la Chambre des salariés, quelque chose de grand se produise. La majorité absolue de l'OGBL doit encore être renforcée.
Toutes les voix pour un autre syndicat ne sont pas seulement des voix perdues, mais des voix qui renforcent ou qui affaiblissent la force du salariat à Luxembourg. Pour la paix, pour la démocratie, pour une Europe sociale, pour un Luxembourg socialement progressiste, pour une bonne formation, pour un bon travail et un bon revenu, et pour une bonne sécurité sociale pour tout le monde. Nous sommes prêts pour cela, nous nous engageons pour cela. Vive notre section Die Kirchweih, Vianden, vive l'OGVL, vive notre Premier maître.